Une célébration historique s'est déroulée à Bitche dimanche. La Chale et l'association T2SB ont organisé la journée des 120 ans de la gare de Bitche et du camp militaire. Le public a pu profiter d'une reconstitution de l'avenue du Kaiser Guillaume II et de plusieurs expositions photos. Le but de l'événement était de mettre à l'honneur ce patrimoine. 19e nuit européenne des musées, le CIAV a mis à l'honneur les écoliers tout en proposant aux visiteurs de découvrir le nouveau parcours de visite du Centre international d'art verrier de Meisenthal, d'observer des démonstrations de souffleurs de verre et d'assister au café-concert Nos Marins. Première édition du Grand Marché des producteurs, version printanière organisée par la Casque. Une trentaine d'exposants a été réunis dimanche à Blissoyen, annexe de Bliss-Garswiller. Démonstrations, dégustations et animations étaient au programme. Le Petit Prince, revisité par la compagnie Théâtre des Turbulences. Dans cette interprétation originale, la metteur en scène Stella Serfati bouscule les codes. Sur scène, ce n'est pas un enfant blond, mais un adulte noir. 2 représentations ont eu lieu à l'espace Cassin à Bitche, une pour le grand public et une réservée aux scolaires. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après une émission spéciale hier dédiée à la future implantation à Bar de la plus grande usine d'Europe de fabrication de panneaux photovoltaïques, on revient aujourd'hui sur les événements du week-end, y compris les grands rendez-vous sportifs, n'est-ce pas David ? Oui Julia, beaucoup de championnats arrivent à leur terme. Après le basket, c'est une fin de saison pour le volleyball féminin, le handball ou encore le tennis de table, sans oublier l'actualité du week-end qui était très riche. Eh ben, tu vas nous détailler tout ça en images dans quelques minutes. Pour le moment, on va d'abord aller à Bitche où la gare et le camp militaire étaient à l'honneur durant toute la journée de dimanche. L'association T2SB et la Chale ont organisé la célébration de leurs 120 ans. Un programme riche en histoire a été proposé au public et aux invités. Le 14 mai 1903 était en plus une journée particulière. L'empereur Guillaume II était venu spécialement pour l'inauguration. Reportage de Jules Lefébure et Thibaut Desmerlet. C'est avec plaisir que j'endosse aujourd'hui le rôle de l'empereur Guillaume II dans l'ancien Reichsland d'Alsace-Lorraine qui fait aujourd'hui partie de la région Grand Est chargée d'histoire. 120 ans après, le Kaiser est de retour. Pour l'anniversaire de la gare de Bitche et du camp militaire, une reconstitution de la venue de l'empereur Guillaume II a été organisée. Un moment historique important qui a été interprété par plusieurs comédiens d'associations allemandes. Elles sont venues appuyer la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine et l'association T2SB qui s'occupe de la gare de Bitche. Les 2 structures ont organisé cette journée de célébration. Le but c'était aussi de faire un éclairage sur cette gare, sur cette association qui gère donc la gare actuellement, et de mettre le vélorail en avant et le beau patrimoine, car il ne faut pas oublier que c'est un patrimoine. Et ce patrimoine doit être sauvegardé à tout prix. Au programme, discours et expositions. Celle dans la gare a retracé l'histoire du chemin de fer à Bitche, mais il y avait aussi une autre dans tout le camp militaire. Le 16e BCP l'a ouvert exceptionnellement pour cette occasion. C'est le travail classique de recherche d'archives avec un groupe d'auteurs qui ont mis en avant notamment donc, la construction de ce camp et enfin toute l'histoire, même des fois des affaires d'espionnage. La SNCF et la ville de Bitche ont aussi été partenaires de l'opération. La collaboration transfrontalière a permis de recevoir le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. La Chale et l'association T2SB ont d'autres projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre ensemble. Le train touristique entre Bitche et Lemberg est toujours en discussion. Ce week-end, c'était aussi l'effervescence dans les lieux de culture de l'arrondissement. Ils participaient à la 19e nuit européenne des musées. C'était le cas à Bitche, à Saint-Louis-les-Bitches, à Sarreguemines, mais aussi à Meisenthal, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. Lorsque ce travail a été réalisé, nous avons reproduit le dessin sur du papier très grand format, à même le sol. Lors de cette étape, le crayon a laissé place au pinceau et à l'encre de Chine. Ces jeunes médiateurs du soir viennent de présenter le fruit de leur imagination. Ils font partie des élèves qui ont produit des œuvres inspirées du vase à la carpe d'Émile Gallet, une pièce emblématique des collections du musée du verre de Meisenthal. Au total, 127 élèves des écoles primaires de Sourtes, Montbronn et Lemberg et les 3 classes de 6e du collège de Lemberg ont pris part à l'opération La classe, l'œuvre. Accompagnés par 3 artistes intervenants, ils ont réinterprété le vase à la carpe d'Émile Gallet, chef-d'œuvre de l'Art nouveau.
La présentation du travail des jeunes artistes était l'un des événements organisés au site Verrier à l'occasion de la 19e Nuit européenne des musées. Le public était aussi invité à découvrir le nouveau parcours de visite, les expositions permanentes et temporaires ou des démonstrations des souffleurs de verre. La musique était également à l'honneur avec le café-concert Nos Marins. Donc il y a 4 fenêtres qui présentent les travaux des élèves ici tout du long. Donc je vous invite à vous disperser pour... On connaissait le marché des producteurs organisé en octobre par la Casque. On a découvert celui organisé au printemps. La première édition s'est déroulée dimanche à Blies-Garzwiller. Une trentaine d'exposants étaient présents. Il y avait aussi des animations familiales. Reportage de Guillaume Desmonteils. Arrête! Il peut pas les guider si toi tu les caresses. Arrête! Voilà. Et maintenant? Bonjour les gars! Intéressant et amusant. Avec son border collie, Serge Klein arrive à guider ses oies là où il le désire, même dans un environnement qu'elles ne connaissent pas. C'est une découverte que les curieux qui ont pris part au premier marché des producteurs de printemps organisé par la Casque ont pu faire. Ils pouvaient aussi se restaurer, proposer à leurs enfants de prendre part à des activités ludiques ou bien encore faire des emplettes en découvrant les produits proposés par les producteurs locaux. Les aficionados du marché organisé chaque mois d'octobre à l'esplanade du casino n'ont pas été dépaysés. Ils ont pu retrouver les mêmes commerçants que ceux qui ont pris l'habitude de s'installer chaque année à Sarreguemines. Le Petit Prince était à Bitche vendredi soir. À l'espace Cassin avait lieu la représentation de la compagnie Théâtre des Turbulences. Avec une mise en scène originale et moderne, Stella Serfati a souhaité casser l'image traditionnelle que tout le monde se fait du Petit Prince, un petit garçon blanc et blond. Le spectacle a rassemblé plusieurs centaines de personnes en soirée. Vendredi après-midi, environ 300 élèves ont également assisté à une représentation réservée aux scolaires. Reportage d'Emilia Zell. Ce n'est pas la peine de chercher un garçon blanc à la tête blonde sur la scène, vous ne trouverez pas ce type de Petit Prince. La metteuse en scène Stella Serfati a voulu bousculer les a priori sur l'œuvre. La grande originalité du spectacle, c'est que l'acteur interprétant le Petit Prince est un adulte noir. Il s'appelle Emmanuel Vilsin. C'est vendredi soir à l'espace Cassin que la compagnie Théâtre des Turbulences a joué son spectacle. C'est un public familial d'environ 200 personnes qui a assisté à la représentation. Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Approche-toi que je vois mieux. Il est contraire à la de Babylone en présenter un roi de l'interdit. Je ne suis pas dans nos péchés et j'ai fait un long voyage et je n'ai pas pu dormir. Alors je t'ordonne de bailler. J'ai vu une personne bailler des années, baillement pour moi de curiosité. Allons, baille encore. Ici, il y a 2 acteurs qui se partagent la scène avec une plasticienne. La plasticienne a réalisé en direct des dessins sur sable. Des vidéos étaient également projetées sur un écran ovale en papier craft. Dans un instant, place au sport, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, soleil et nuages se partageront une nouvelle fois le ciel tout au long de la journée. Pour autant, il ne devrait pas pleuvoir. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons les Pascales et il fera jour de 5h50 à 21h13. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est une technique de tatouage capillaire où l'on utilise une aiguille très fine pour introduire dans le cuir chevelu du pigment et recréer un bulbe capillaire ou la naissance d'un cheveu. Donc nous allons combler ces zones et recréer une densité. La calvitie disparaît, c'est un trompe-l'œil très efficace, indolore. En général, ça dure 3 ans. Là, on reprocède aux retouches complètes de la pigmentation pour la personne atteinte de calvitie.
Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. La langue va chauffer avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Spectacles, conférences, dégustations, expositions et bien d'autres surprises sur la thématique de la cuisine. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate. C'est l'heure des gros volumes chez Cora Sarreguemines. Rendez-vous sous notre chapiteau pour profiter de toutes les bonnes affaires à petit prix. Faites-vous un jardin haut en couleurs avec notre semaine spéciale jardin de printemps. Toutes les plus belles fleurs vous attendent. Cora, l'hyper proximité. Score, chrono et qualification, David va vous dévoiler tous les résultats sportifs de ces derniers jours dans Plus de Sport. À nouveau premier, Michel Munch a couru le 5000 mètres ce week-end au meeting international de Maison-Alfort, accompagné de son guide Mathieu Leroux. Une course que le duo a remportée avec un chrono de 17 minutes et 2 secondes. C'est un moins bon temps que le meeting précédent à Talence, où les deux coureurs ont inscrit un nouveau record de France avec 16 minutes et 44 secondes. Cette fois, la course était perturbée par la météo, il y avait énormément de vent et aussi un manque d'adversité qui aurait poussé le duo à se dépasser. Une victoire qui résonne un peu comme une défaite pour Michel Munch, qui souhaite atteindre le minima de 16 minutes et 27 secondes pour se qualifier directement aux mondiaux de Paris cet été. Un minima qui a été revu à la baisse cette année puisque l'année dernière il était encore de 16 minutes et 55 secondes. Il va donc falloir faire mieux. Le travail continue pour notre champion. La prochaine course pour Michel et Mathieu, ce sera le meeting international de Notteville en Suisse du 25 au 27 mai prochain, suivi des championnats de France élite les 9 et 10 juin à Saint-Étienne. Et sport de haut niveau toujours, on poursuit avec Aurélie Muller. Oui, Aurélie Muller qui a participé à la première étape de la Coupe du Monde de natation en eau libre. C'était lundi et mardi dernier à Soma Bay en Égypte. Lundi, elle nageait le 10 km et a terminé 4e. Une belle performance dans cette compétition internationale puisqu'elle passe la ligne d'arrivée 6 secondes après la première, l'Allemande Léonie Beck. Après sa 7e place à l'Open de Martinique il y a 3 semaines, ce nouveau résultat remet la championne en confiance. Le lendemain, elle participait au relais 4 x 1500 mètres avec l'équipe de France. Avec un chrono de 16 minutes et 16 secondes, Aurélie Muller a permis à son équipe d'atteindre un temps d'1 heure 3 minutes et 48 secondes et de décrocher la médaille d'argent juste derrière l'Allemagne. Rendez-vous ce week-end en Italie pour la prochaine étape prévue en Sardaigne. En tout, la Coupe du Monde se dispute en 5 manches. Et on reviendra sur ces résultats la semaine prochaine. Compétition internationale toujours avec Yvan Haas. Yvan Haas, dont on parlait déjà la semaine dernière, après avoir remporté l'Open d'Espagne de parapente, le jeune Ilsprichois de 22 ans a participé à la 2e étape de la Coupe du Monde. C'était la semaine dernière à Pégalajar, également en Espagne. Une compétition qui a réuni les meilleurs pilotes du monde, dont ceux du pôle France. Cette 2e étape de la Coupe du Monde est normalement découpée en 7 épreuves, mais 2 d'entre elles ont été annulées. Actuellement, les sols sont secs en Andalousie. Cela entraîne de fortes brises et rend les décollages dangereux pour les pilotes. Sur les 5 parcours restants, 3 faisaient plus de 100 km et les 2 derniers plus de 120 km. La 3e épreuve emmenait d'ailleurs les parapentistes jusqu'à Gibraltar. Je rappelle que l'objectif pour chaque pilote est d'atteindre successivement des points GPS indiqués sur leur calculateur de vol. Le premier qui franchit la ligne d'arrivée gagne l'épreuve. Les résultats de chaque épreuve sont ensuite croisés pour établir un classement global. Alors justement, quel est le résultat d'Yvan ?
Une fois de plus, il a fait preuve de régularité à chaque épreuve en atteignant l'arrivée parmi les premiers. Il termine 15e au classement général, ce qui lui permet de rejoindre les meilleurs pilotes du monde, rien que ça. Après cette deuxième manche de la Coupe du Monde et une première place à l'Open d'Espagne, Yvan va prendre un peu de repos. Les deux compétitions étaient très éprouvantes physiquement avec des vols longs et techniques. Prochaine étape pour notre champion local, le championnat de France prévu du 5 au 11 juin à Bourg-Saint-Maurice. Et la prochaine manche de la Coupe du Monde démarrera le 24 juin en Roumanie. Et voilà donc pour le parapente et on redescend sur terre pour parler de handball. Oui, avec un résultat rageant. À quelques secondes près, les handballeurs de Sarralbe auraient terminé la saison sur une nouvelle victoire à domicile. C'est finalement sur un match nul que les deux équipes se sont séparées, mais cette dernière journée était sans enjeu pour les deux formations. Sarralbe et Fench Valley étant certaines de se maintenir avant même le coup d'envoi. Retour sur l'épilogue du championnat dans ce reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. C'est sur ce pénalty que Fench Valley égalise. Dommage pour les joueurs du CO Sarralbe en maillot bleu et orange qui auraient voulu offrir à leurs fervents supporters une nouvelle victoire à domicile à l'occasion de la 18e et dernière journée du championnat honneur régional. Mais l'essentiel était ailleurs et avait été assuré bien avant. On visait le maintien. On sait que ça fait déjà 4 matchs ou 5 matchs qu'on est maintenu. Voilà, avec une équipe en pleine construction, avec une équipe qui a une moyenne d'âge de 20 ans. Donc l'objectif il est totalement atteint. Et voilà, on continue à construire pour les années prochaines, les années futures. Une équipe jeune mais aussi rapide, vive, donc on a joué sur nos qualités. On a essayé de défendre un jeu sur la vitesse, sur le fond de jeu. Et face à des équipes qui ont de l'expérience, on a réussi à en surprendre quelques-unes et ça nous a permis de nous placer bien sur le classement pour répondre à nos objectifs. Concernant ce dernier match de championnat, certains estiment que des décisions d'arbitrage n'ont pas toujours été forcément justes. Il est regrettable aussi qu'un joueur de Sarralbe soit sorti blessé. Espérons pour lui qu'il ne lui est rien arrivé de grave. La saison est donc désormais terminée pour les handballeurs de Sarralbe. Ils reviendront s'entraîner mi-juillet en vue de reprendre le championnat mi-septembre. L'objectif de la saison prochaine est déjà fixé. Construire, pérenniser ce groupe pour pouvoir monter ou évoluer à un niveau supérieur d'ici 2-3 ans. Je pense que l'année prochaine c'est encore trop tôt. Il faut encore qu'on étoffe le groupe actuel. Forcément à Sarralbe, on a le souvenir des années passées. Il y a 10 ans, les seniors jouaient à un niveau plus élevé, en excellence. Mais avant de monter, il va encore falloir progresser. Dernière journée également pour les féminines du CO Sarralbe Volleyball. Ce week-end, l'équipe était exempte, pas de match, mais il y a une semaine, elles ont remporté la victoire à l'extérieur face à Terville-Florange, 3-7-1. Ce résultat leur a permis de confirmer leur statut de championne en division régionale Poule A avec 10 matchs gagnés sur 12. La saison prochaine, les filles de Sarralbe évolueront en pré-national. Bravo à elles. Rien ne vient perturber cette belle équipe qui a su être appliquée, conquérante et vaillante. Je suis fier de cette équipe. Ce sont les mots du coach Jérôme Laurent, rejoint par son président Emmanuel Rodriguez. Alors ça c'était les filles, mais qu'en est-il de l'équipe senior masculine ? L'équipe Fagnon évolue en pré-national. Le championnat n'est pas encore terminé, mais la saison a été catastrophique. C'est tout l'inverse des filles. Les garçons ont enchaîné les défaites avec un effectif instable. Pour cette deuxième partie de saison, l'équipe de Sarralbe évolue dans le groupe qui joue le maintien et a perdu tous ses matchs. La descente en Régional 2 est certaine. Comme le club a déjà une équipe dans cette division, les deux vont fusionner pour n'en former qu'une. Avec les filles, il restera donc 3 équipes seniors. La troisième étant l'équipe mixte évoluant au niveau départemental en volley loisirs. Et j'en profite pour passer un message pour consolider son effectif. En catégorie M15, le club recherche 2 jeunes joueurs, filles et garçons. Et le message est passé. Alors après le volley, on passe au tennis de table avec le championnat interclub. Oui Julia, c'était aussi la dernière journée de championnat pour les équipes de Sarreguemines et Rohrbach-Binin qui évoluent en Régional 1. 2 matchs à l'extérieur. Sarreguemines affrontait le dernier de la poule, Saint-Avold, et s'est imposé 12-2. Rohrbach-Binin affrontait l'avant-dernier, la 2 de Sarrebourg, et s'est incliné 8-6. On regarde tout de suite l'état du classement dans cette poule 4. Grâce à sa victoire, Sarreguemines passe 3e et devance Rohrbach-Binin avec 15 points. Les faïenciers totalisent 4 victoires et 3 défaites, un résultat inespéré pour le club. Rohrbach-Binin perd donc une place et est 4e avec
13 points, 3 victoires et 4 défaites. En tête du groupe, le champion invaincu Heurt avec 21 points et 7 victoires sur 7 matchs joués. Avec ce classement, le maintien des 2 équipes locales est assuré, objectif rempli. A noter que l'équipe 2 de Sarreguemines a également validé sa montée en Régional 3 et que l'équipe 3 a joué ce week-end la montée en Régional 4 face à Morsbach et s'est imposée 12-2. Elle termine également première de son groupe. Une saison plus que positive pour l'AS Sarreguemines Tennis de Table qui se fixe déjà comme objectif de monter la saison prochaine. Le club évoluerait en élite régionale juste en dessous du niveau national. Que d'ambition, on leur souhaite évidemment d'y arriver. Et puis maintenant David, on change de raquette pour le tennis ? Oui, une belle journée d'ailleurs pour les joueuses de tennis sarregueminoises. Elles se sont imposées dimanche 5-1 contre Mundolsheim, une victoire qui leur permet aujourd'hui de remonter à la 2e place du classement, de bon augure dans leur quête du maintien. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Une victoire et une défaite. Sarreguemines et Mundolsheim avaient le même bilan équilibré avant cette 3e journée du championnat de National 3. Cette rencontre s'annonçait donc serrée. Elle ne l'a finalement pas vraiment été. Sarreguemines remportant 5 matchs sur 6. Et dans aucune des parties, il n'y a eu besoin de disputer un 3e set. Maria-Rieni Gutiérrez et Aurélie Marchal ont ouvert le bal en apportant assez facilement les 2 premiers points à l'équipe locale. Dans les 2 autres simples, Oriane Lanier remportait son duel contre Marianne Stoll, tandis que Sylvie Philippi s'inclinait assez sèchement face à Morgane Schmidt. Les Sarregueminoises parachevaient leur succès en remportant les 2 doubles. Résultat final de la journée, victoire sarregueminoise 5-1 contre Mundolsheim. Dimanche prochain, les faïencières accueilleront les joueuses du TC Salève d'Annemasse, actuellement première du championnat. Et l'équipe fanion masculine qui évolue en National 2 a également joué ce week-end un match à l'extérieur face à Valence Tennis Épervière que les Sarregueminois ont remporté 4-2 grâce à 3 victoires en simple et 1 en double. Lors de la précédente journée, le club local s'est imposé 4-2 face à Courbevoie. Je rappelle que l'équipe est montée cette année en National 2 et que le niveau est très relevé. L'objectif du club est bien sûr le maintien. Pour le moment, Sarreguemines s'en sort bien avec 2 victoires et 1 défaite. L'équipe est 3e sur 6. Il reste 2 journées à jouer. La prochaine, c'est ce week-end à nouveau à l'extérieur face au TC Toulonnais. Et on continuera évidemment à suivre l'évolution de ce championnat, mais pour le moment, on change complètement de registre pour la lutte. La lutte avec le championnat de France senior qui s'est tenu ce week-end à Mulhouse. 16 lutteurs sarregueminois y ont participé, 8 en lutte libre et 8 en gréco-romaine. Lors de la première journée, les lutteurs de l'AS Sarreguemines ont décroché 3 médailles d'or, 2 en argent et 3 en bronze. C'était en lutte libre. La deuxième journée en lutte gréco-romaine, les faïenciers ont remporté 4 médailles de bronze. Au classement des clubs, Sarreguemines termine première en lutte libre et 4e en lutte gréco-romaine, ce qui permet au club d'être premier au classement général. Un grand bravo. Et ils ont su une fois de plus se faire remarquer, tout comme aussi ces derniers jours le KBF Sarboxing. Oui, le club de kickboxing sarregueminois a participé au gala Alzeyer Fight Night. C'était ce week-end à Morenheim en Allemagne, un tournoi organisé sous l'égide de l'AFSO. Le club local a concouru en K1 avec 4 boxeurs, parmi eux Lucas Felker, 16 ans, qui a décroché la ceinture de champion du monde des poids coqs en catégorie junior. Une victoire qu'il a remportée face à un jeune boxeur marocain en 6 rounds. Après avoir remporté un titre national et européen, c'est sa première ceinture mondiale. Bravo Lucas. Cette performance vient s'ajouter au palmarès du club qui s'illustre régulièrement sur les scènes nationales et internationales. Et voilà pour ce petit tour d'horizon des sports de combat. On change complètement d'ambiance pour s'intéresser au twirling. Du twirling avec la demi-finale du championnat de France en National 1 qui s'est tenue ce week-end à Belfort. C'est Agathe Brucker qui représentait le club de Wouswiller à ce niveau de compétition. Elle a terminé 4e, des efforts enfin récompensés puisqu'elle rejoint les 8 meilleurs seniors de France en N1. Cette place lui ouvre également les portes de la finale prévue les 10 et 11 juin à Saint-Brieuc en Bretagne. Bravo à elle. Et en National 2, les sélections pour la finale sont tombées. Sur les 9 athlètes de Wouswiller en compétition, 3 duos se sont qualifiés. Le duo senior qui a terminé 2e au niveau national et les 2 duos cadets qui ont terminé 4e et 8e. La finale N2 aura lieu les 3 et 4 juin prochains dans le Loiret. Et ce week-end se jouera la demi-finale de National 3 à laquelle participent 4 duos et un solo du Twirling Club de Wouswiller. Ce sera à Plaisir en région parisienne. Et après cette évocation de championnat de France, on revient à l'échelle locale avec le cyclo-club de Sarreguemines. Oui Julia, il y en avait d'ailleurs pour tous les goûts, qu'ils soient branchés VTT, route ou gravel. Les amateurs de vélo étaient attendus dimanche pour la 42e édition de la Sarregueminoise. 313 personnes ont répondu à l'appel du cyclo-club de Sarreguemines. Guillaume Dumonteil nous en dit plus.
Matinaux, dès 8h du matin, ces amateurs de vélo s'élançaient sur les différents parcours tracés par les organisateurs. 6 circuits leur étaient proposés, 2 en route, 3 en VTT et 1 en gravel, une discipline intermédiaire entre la route et le VTT. La grande majorité des participants étaient venus pour le tout-terrain. Près de 3 cyclistes sur 4 ont en effet opté pour un parcours VTT. Dans le but de rendre cette manifestation plus familiale et accessible, le circuit VTT le plus court faisait 20 km de long, contre 35 km l'an passé. A noter que compte tenu du succès rencontré, les organisateurs envisagent de proposer une manifestation similaire en septembre. Après le vélo, place au foot. Cette fois-ci, le plateau a pu avoir lieu. Reporté de mars à mai en raison de la météo, le tournoi de football U7-U9 organisé par Alliance 2008 s'est déroulé ce week-end à Kalhausen. Cette épreuve réunissant 28 équipes a permis aux jeunes footballeurs de laisser libre cours à leur passion. Un reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. 12 équipes U7 et 16 équipes U9, ça en fait du monde sur le terrain et des parties à disputer pour les enfants. Ça tombe bien, ils adorent ça. C'est sous un grand soleil que le plateau foot organisé par Alliance 2008 s'est disputé. Y ont pris part des formations mosellanes de jeunes footballeurs en herbe. Tous étaient là pour la même raison, prendre du plaisir en tapant dans un ballon. Pour nous aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir partager la passion du foot avec les enfants, avec des équipes venues un peu de toute la région. Des équipes comme dit qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et de passer une agréable journée sur le foot animation avec les enfants. C'est la première fois qu'Alliance 2008 organisait un tel événement avec autant d'équipes engagées. La compétition prenait la forme d'un tournoi classique avec match de poule, puis rencontre à élimination directe. Par contre, chaque participant, quelle que soit l'issue des rencontres, repartait de Calouze avec la même récompense. Pas de classement, que du plaisir, une bonne manière de contenter tout le monde tout en permettant aux enfants de s'aguerrir et de progresser en prévision des saisons prochaines. Foot toujours avec l'équipe U13 féminine du FC Beau Soleil. Ce week-end, les jeunes joueuses disputaient la finale régionale du festival U13 Pitch, l'équivalent des coupes seniors en catégorie U13. C'était à Brumath en Alsace. La compétition se déroule sous forme de tableau et a réuni les 16 meilleures équipes du Grand Est, comme on peut le voir d'ailleurs sur ce tableau. Les filles ont d'abord réalisé des défis techniques et quiz en matinée avant de disputer 5 rencontres l'après-midi. L'objectif était de faire partie des 8 meilleures équipes et le contrat est rempli. Les U13 féminines de Beau Soleil ont terminé 5e devant des clubs prestigieux comme le Stade de Reims ou l'Estac 3. Elles ont également décroché le titre d'équipe la plus fair-play. Bravo à elles. Un résultat très encourageant pour le FC Beau Soleil qui depuis 10 ans fait du foot féminin une de ses priorités. La finale régionale a été remportée par le RC Strasbourg-Alsace après une victoire face au club de Victoria Mulhouse. Et voilà pour les jeunes et on passe aux seniors du SFC. Le SFC qui a remporté une nouvelle victoire lors de sa 23e journée de championnat. C'était samedi à domicile, une victoire 3-0 face au Bassin piénois. Au match aller, les Faïenciers s'étaient inclinés 3-1. Une belle revanche qui permet au SFC de revenir dans la course à la 2e place. Voici le résumé de la rencontre. Alors on aura vu un bon match de football avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Un résumé qu'on va vous présenter tout de suite. Le SFC qui s'est montré d'entrée de jeu dangereux avec cette frappe d'Adel Gendes trop croisée malheureusement. Et puis la première grosse occasion du match pour Pienne. Et l'attaquant de Pienne qui ne réussit pas à reprendre ce ballon. Petit à petit, Pienne s'est créé plusieurs situations en première mi-temps par l'inévitable Moussa Mahazou, dont la frappe passe de peu au-dessus de la cage de Pierre Oberhauser. La réaction sarregueminoise avec Adel Gendes au centre pour une frappe de Evans détournée par le défenseur. Sarreguemines qui a continué à appuyer sur le côté gauche avec Evan Serius qui sert Mohamed Boutargui le bon contrôle, mais la frappe trop enlevée de l'attaquant sarregueminois. Avec ce jeu en profondeur pour Adel qui s'en sort au milieu de 2 défenseurs, mais qui malheureusement va faire le mauvais geste pour nous. Il tente de lober le gardien. Là, une situation, la défense sarregueminoise qui a du mal à se dégager et cette frappe monstrueuse qui atterrit sur la barre transversale de Pierre Oberhauser. À ce moment-là, on a eu très chaud du côté du SFC. Ouais, avec une réaction quasi immédiate de Evans qui s'incruste dans la surface et qui croise un peu trop la frappe.
il n'était pas sur son meilleur pied, le numéro 11 sarregueminois. Là, c'est Mohamed Boutargui qui trouve Adel Gendez, dont la frappe est très bien détournée par le gardien de Pienne, Alan Luthard. Ici, un bon centre qui est pas repris de peu par Kevin Uttersheim. En deuxième période, c'est le bassin piennois qui avait bien mieux commencé cette entame avec cette frappe de Moussa Mahazou vicieuse qui oblige Pierre Oberhauser à détourner ce ballon. Ici, une petite frayeur de nouveau sur coup de pied arrêté avec la tête du défenseur piennois. Les premières occasions ont été pour le bassin piennois avec ce centre, mais qui ne trouvera pas preneur du côté des Rouges de Pienne. Encore une incursion côté gauche d'Evans. Un bon jeu combiné avec Adama et Adel qui enlève un peu trop sa frappe du mauvais pied également du gauche. Il était sur son pied gauche. Là, c'est Mathias Kenney pour son capitaine qui essaye de remettre ce ballon vers Mohamed Boutargui. Mais là encore, la défense était aux aguets. Et là, l'ouverture du score d'Adama sur une belle combinaison avec Omar Soufran. On revoit cette très belle combinaison. Le gardien qui est un peu masqué. 1-0 pour le Sarreguemines Football Club. Et c'est pas immérité. Le bassin piennois qui aura essayé de réagir. Là, la très bonne intervention de Romain Sabater qui met ce ballon vers Emar Ngueni qui lance Mohamed Boutargui qui prend de vitesse son défenseur central et qui s'en va battre Alan Luthard pour le 2-0. On respire du côté du SFC. 2-0, on continue d'attaquer avec ce très bel arrêt du gardien à noter sur cette frappe d'Adama. Sur cette frappe d'Adama Mbaye. La dernière occasion de ce match, les Sarregueminois ne l'auront pas manqué en supériorité numérique face au gardien Mohamed Boutargui qui met le ballon vers son copain Adama Mbaye. 3-0, la messe était dite. Sarreguemines qui s'impose de fort belle manière avec une équipe de Pienne qui aura fait aussi un très bon match. Ils ont eu leurs occasions. Aujourd'hui, tout simplement, le SFC aura été plus efficace. Plus réaliste, ouais. À 3 journées de la fin du championnat, les victoires sont toujours les bienvenues, évidemment. On écoute tout de suite l'interview d'après-match du milieu de terrain Stephenson Cessy. Du côté du SFC, une vraie belle performance aujourd'hui pour vous. Ouais, une vraie belle performance, une bonne victoire, 3-0, on a été solide défensivement et offensivement on a su marquer en deuxième mi-temps, du coup c'était un bon match. Alors cette équipe de Pienne, on savait, elle a des qualités, il y a des bons joueurs de ballon, ça a été un vrai bon match de football, à jouer c'est super, non? Ouais, à jouer franchement c'est super, l'intensité elle était là, ils avaient des bons joueurs. Franchement, c'était un bon match. C'était peut-être le meilleur match de l'année. Ouais. Et surtout, ce qui aura été très intéressant, c'est que offensivement, malgré l'absence d'Enes Saïn, vous avez su d'une part être efficace. Oui. Et en plus, on termine ce match sans but encaissé. Ouais. Face à des attaquants comme Moussa Mahazou, c'est aussi une belle performance. Ouais, c'est une belle performance. On a réussi à marquer 3 buts. On savait qu'ils allaient craquer au bout d'un moment. À force des assauts, les répéter, et ils ont fait 3 erreurs et 3 buts. Alors maintenant j'ai envie de te dire, après ce beau match là, il faut continuer dès la semaine prochaine, c'est un autre gros morceau, il va aussi falloir être présent, il va aussi falloir sortir un gros match. J'ai l'impression que vous êtes prêts? Oui, on est prêt pour tous les autres matchs, on a un objectif en tête, encore, même si on ne peut pas monter, et on va le... C'est le podium. C'est le podium. Alors que c'est Jamel Ferjani qui est venu nous faire un petit coucou, mais c'est une fin de saison excitante. Oui, excellent, bah oui. Ouais, c'est vraiment excitant et on va le faire, je pense. On n'a pas le choix. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Tu as été très fort aujourd'hui au milieu de terrain, merci. Comme d'habitude. Une des grandes satisfactions de la saison du SFC. Merci à toi. Voilà, on regarde tout de suite les résultats du groupe. Match nul entre l'APM Metz et Reipertswiller, 1-1. Sarrebourg s'impose face à Boulay, 2-1. Défaite du champion Thionville-Lusitanos face à la réserve d'Épinal, 2-0. Et match nul entre Aubert-Moderne et Forbach, 1-1. On passe au classement. Avec cette victoire, le SFC gagne 3 places et passe 3e avec 35 points, suivi de Forbach avec le même nombre de points. En tête, Thionville-Lusitanos avec 50 points, suivi de Villerutil avec 36 points. L'APM Metz et Reipertswiller sont 6e
est 7e avec 33 et 31 points. Et grâce à sa victoire, Sarrebourg passe avant-dernier avec 23 points. Prochain match pour Sarreguemines samedi, à nouveau à domicile face au champion Thionville-Lusitanos. À l'aller, le SFC avait perdu 4-1. Le match sera difficile, mais le challenge est intéressant à relever. Rendez-vous ce week-end. Mosaïque Cristal retransmettra le match en direct. Et un peu d'autopromo au passage, ça ne fait pas de mal. On poursuit avec Aaron Étain-Schmidwiller en Régional 2. Oui, l'AES qui jouait sa 19e journée de championnat dimanche et s'est incliné 4-1 à domicile face au leader du groupe Oberlotterbach. Rapidement mené au score, les Beacherlaner affichent un retard de 2 buts à la mi-temps. En seconde période, ils marqueront en premier avant de voir Oberlotterbach inscrire son 3e but sur un contre et le 4e durant le temps additionnel, 4-1. On regarde les résultats de ce groupe F. 4 matchs à l'affiche, Nusswiller s'incline face à Drusenheim 2-1 et victoire de la B de Sarre-Union face à Schweighouse 3-0. On passe au classement. Malgré sa défaite, l'AES reste 7e avec 28 points, suivi de la B de Sarre-Union avec 26 points. En tête toujours Oberlotterbach avec 48 points, suivi de la B de Haguenau avec 36 points. Haguenau qui a un match en moins. Et Nusswiller est 4e avec 29 points. Prochain match pour l'AES ce dimanche à l'extérieur face à l'équipe 2 de Sarre-Union, une équipe qui les talonne au classement et qu'il faut donc laisser derrière. Et voilà pour les seniors, y a-t-il un autre point dont tu voulais parler ? Oui, Julia, la semaine dernière se sont également tenus les 8e de finale de la Coupe de Moselle. Parmi les clubs locaux, seuls Montbronn et Sarralbe étaient encore en lice. 2 matchs à l'extérieur, Sarralbe s'est incliné 3-0 face à Koum et Montbronn l'a remporté face à l'Hôpital 4-3. Prochaine étape, les quarts de finale prévus ce jeudi à 16h. L'AS Montbronn affrontera l'Entente Bure-Boulange Football à domicile, un duel entre 2 équipes de première division. Ouais, les taux se resserrent, la difficulté augmente. On espère que Montbronn ira le plus loin possible. On va suivre ça de près. Alors voilà du coup pour l'actualité sportive de la semaine qui était particulièrement riche. Du coup, pas de test aujourd'hui ? Alors non Julia, pas de test cette semaine, certains d'entre vous seront peut-être déçus, mais rassurez-vous, ce n'est que partie remise. Vous l'avez vu, notre programmation est un petit peu chamboulée cette semaine, déjà avec l'émission d'hier, consacrée au projet d'implantation de l'usine européenne Holosolis à Ambach. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle émission Plus de sport. Cette fois, il y aura bien une immersion dans un club et je vais même faire un petit peu de teasing en vous révélant lequel, le Boxing Club de Sarreguemines.